Bonjour, je suis Christine Aubry, je suis responsable de l'équipe de recherche agricultures urbaines INRAE AgroParisTech et je vais vous présenter aujourd'hui avec Julia Guiaquet et Fanny Provent un petit topo sur l'agriculture urbaine pour la résilience des villes. Le terme agriculture urbaine est des définitions multiples. On vous en donnera ici simplement deux. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que dans ces définitions, on parle d'agriculture urbaine lorsqu'on parle d'agriculture dans la ville, mais aussi en proximité de la ville, à partir du moment où elle utilise des ressources, notamment le foncier, qui pourraient être d'usage partagé avec la ville ou qui l'est, et à partir du moment où elle a des liens fonctionnels avec la ville, notamment à travers la fourniture d'aliments, mais aussi à travers la fourniture de services. Cette agriculture urbaine ou ces agricultures urbaines peuvent être professionnelles ou non, et on parle en fait, selon l'importance de leur lien avec la ville, de degrés d'urbanité plus ou moins importants entre les différentes formes d'agriculture urbaine. Alors, nous allons voir maintenant ces formes. On peut les typologier de façon extrêmement différente. Dans notre équipe de recherche et dans nos travaux, on a souvent l'habitude de typologier ces formes d'agriculture urbaine, d'une part en distinguant les formes périurbaines, les fermes périurbaines qui pour l'essentiel sont en circuit court, toute la catégorie du jardinage associatif, et entre les deux, vous avez les jardins d'insertion qui sont à la fois des jardins associatifs, partagés, familiales, etc., mais aussi des fermes urbaines. Et puis, vous avez au milieu ce qu'on appelle les micro-fermes urbaines, c'est-à-dire des systèmes de production qui utilisent peu d'espace en milieu urbain dense et qui souvent sont multifonctionnels. Pas que, maintenant, on trouve aussi des formes de micro-fermes urbaines qui sont très productives. Nous avons aussi, dans ces formes d'agriculture urbaine, des serres urbaines qui peuvent être au sol, sur les toits ou intégrées aux bâtiments. Et puis toute la gamme aussi des indoor, c'est-à-dire ce qui va utiliser les bâtiments, soit pour faire, c'est sur la diapo d'en bas, des produits de cave, des champignons, des endives, etc., soit dans un environnement totalement contrôlé pour, sous l'aide, chauffage, etc., faire une diversité de petits fruits et de légumes, essentiellement feuilles ou fruits. Ce que l'on peut dire, c'est que ces formes d'agriculture urbaine représentent diverses fonctions. Ces fonctions, sur ce tableau, vous avez en horizontal l'ensemble des fonctions alimentaires, pédagogiques, biodiversité, environnementale, stockage de carbone, d'eau, îlot de chaleur et lien social. Et en vertical, vous avez les différentes formes que nous venons de voir. Alors, par exemple, il est connu que pour le lien social, pour les activités pédagogiques, ce sont plutôt les jardins associatifs ou les micro-fermes urbaines qui remportent le gros lot, de même d'ailleurs que pour la biodiversité ou pour la rétention d'eau et le stockage de carbone. Par contre, clairement, en termes de productivité pour l'alimentation, ce sont d'abord aujourd'hui les fermes périurbaines en circuit court, et puis éventuellement sur certains produits, certaines formes indoor qui aujourd'hui sont relativement peu développées, en tout cas dans notre pays. Alors, cette diversité de fonctions et cette diversité de formes, on les retrouve également dans les pays du Sud. Là, je vous donne quelques exemples sur plutôt des agricultures africaines où on voit beaucoup de maraîchage diversifié en intra-urbain ou en périurbain, qui est commercial, mais qui est aussi vivrier, notamment dans les ménages les plus précaires, qui se pose dans les espaces des villes, y compris sur les toits et dans les interstices. C'est par exemple le cas des micro-jardins à Dakar. Mais on n'a pas que du maraîchage en termes végétal. On a aussi parfois dans le périurbain des villes, ou même dans l'intra-urbain, des céréales, par exemple des rizières en Tananarive ou au Sénégal. On a aussi beaucoup d'élevages, et ce sont des élevages intra- et périurbains qui sont en forte augmentation, notamment l'aviculture, les élevages de poules, poulets de chair ou poules pondeuses qui croissent énormément. Ce sont vraiment des phénomènes que l'on retrouve dans plusieurs pays africains. Alors clairement, les fonctions de ces agricultures dans le Sud, elles sont d'abord productives et surtout sur les produits frais, mais elles sont aussi environnementales. On a parlé des rizières en Tananarive, elles ont aussi un rôle de stockage de l'eau pendant les périodes d'inondation. Ce qu'il faut voir, c'est que dans ces agricultures africaines urbaines, on est en fait au cœur d'une dialectique. Les villes s'étendent extrêmement rapidement. Antananarive a doublé de population depuis le début du siècle, mais l'agriculture urbaine s'étend aussi, avec des changements de système, des colonisations de nouvelles terres, etc. Pourquoi ? Parce qu'elle est indispensable pour les produits frais.
compte tenu du mauvais état ou de l'absence d'infrastructures, de transport et de réfrigération. Je vais maintenant passer la parole à Julia qui va nous parler de quelques exemples, notamment au Brésil. Oui, un autre exemple qu'on voulait vous amener aujourd'hui, c'était l'exemple de la ville de São Paulo, une métropole de 20 millions d'habitants, où effectivement, à côté des jardins plutôt localisés dans la périphérie de la ville, à vocation plutôt productive et marchande, qui sont cultivés surtout par des retraités, émergent aussi plus récemment d'autres formes d'agriculture urbaine. Notamment, il y a un exemple d'un jardin sur les toits d'un shopping center qui utilise comme substrat les composts issus des déchets alimentaires des restaurants qui se trouvent dans les shopping centers. Mais aussi, il y a des fermes indoor high-tech. Et en plus, depuis quelques années, à São Paulo, il y a un mouvement des citadins qui s'appelle les Hortelões Urbanos, qui commence à investir des espaces vacants ou délaissés pour créer des jardins partagés. Donc, ces citadins qui sont en enquête d'essence et d'une alimentation saine et locale, ils sont en train de retisser des liens avec les agriculteurs périurbains, en favorisant aussi la mise en place des circuits courts et des AMAP. Et effectivement, ces espaces d'agriculture urbaine, on voit bien qu'ils permettent d'accéder aux aménités environnementales, donc à des espaces verts accessibles. Mais cependant, pour assurer la résidence des villes, il est nécessaire également réduire l'exposition aux risques, notamment sanitaires, et aussi de renforcer en complémentarité importante avec l'agriculture périurbaine. Et effectivement, les collectivités territoriales qui souhaitent installer et développer des fonds d'agriculture urbaine dans leur territoire doivent prendre en compte l'écosystème local des acteurs, mais aussi les caractéristiques des espaces où souhaitent mettre en place des projets d'agriculture urbaine. Et pour cela que Expo, expertise en agriculture urbaine, qui a un bureau de recherche sous contrat sous l'égide d'AgroParisTech Innovation et sous la direction scientifique de Christine Aubric, Véronique Sangès et Nassara Monucheri, a défini un outil d'aide à la décision pour la mise en place des projets d'agriculture urbaine. Cet outil consiste en un itinéraire méthodologique pour établir un diagnostic territorial préalable à la mise en place des projets d'agriculture urbaine. Et cet itinéraire se structure à 3 échelles géographiques différentes et s'intéresse à traiter effectivement 3 grandes thématiques à adosser à cette échelle géographique. Donc, d'abord, c'est important de bien caractériser la dynamique agricole et alimentaire à l'échelle du territoire pour vraiment identifier quelles sont les complémentarités et éviter les concurrences. Et ensuite, c'est important aussi de faire un focus à l'échelle du quartier pour bien connaître les contextes socio-économiques, du coup les attentes et les besoins des citadins, des habitants du quartier, et voir aussi effectivement l'acceptabilité de ces habitants vis-à-vis des différents fonds d'agriculture urbaine pour enfin aller évaluer effectivement les potentiels agrotechniques à l'échelle des sites. Et ces volets, c'est très important, notamment en ville, où les espaces, par exemple, au sol, ils peuvent avoir aussi des problèmes de contamination dus à la présence de certains polluants. Donc, ces volets-là, notamment l'exposition aux risques sanitaires, c'est majeur. Et pour cela, effectivement, Expo a aussi également participé à des programmes de recherche qui ont abouti à la définition des 2 outils, 2 guides, pour vraiment bien caractériser la présence des contaminants à l'échelle des sols et donner des orientations pour gérer les risques associés. Mais en ville aussi, il y a des espaces qui effectivement peuvent être investis aussi par des projets d'agriculture urbaine, qui sont notamment les toitures. Pour cela, je passe la parole effectivement à Fanny. Oui, en effet, comme Julia et Christine l'ont bien montré auparavant, on retrouve de l'agriculture urbaine, que ce soit au sol, en sous-sol, dans les bâtiments, mais bien sûr de plus en plus sur les toits. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter les différentes formes qu'on retrouve à l'échelle de la France. Donc à l'image de ce que l'on retrouve au sol, on a 4 grandes formes de projets en toiture. Donc ceux qui sont aujourd'hui les plus représentés en France, ce sont les jardins collectifs,
à hauteur de 43%, et donc qui comprennent à la fois les potagers pédagogiques, les potagers d'entreprise, les jardins thérapeutiques ou les jardins partagés. On retrouve également les micro-fermes urbaines qui misent sur une diversité d'activités avec le support de production alimentaire. Ensuite, les fermes urbaines productives qui misent sur la production et la vente de cette production aux urbains. Et enfin, les terrasses comestibles qui associent toiture productive avec transformation alimentaire dans le restaurant situé juste en dessous. Bien évidemment, ça serait une chance de pouvoir développer ces projets en toiture, sauf qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de critères à considérer et à ne pas manquer pour mener à bien son projet d'agriculture urbaine en toiture. Donc là, vous avez un schéma qui représente un certain nombre de critères. Donc on pense notamment à la structure, donc les questions de portance, qui sont vraiment importantes. Il faut que l'ouvrage soit capable de supporter les éléments qu'on va venir installer. Également les questions d'étanchéité, car le toit a pour principal objectif d'assurer l'étanchéité à l'eau notamment. Et voilà, toutes les questions de flux, parce qu'on va être sur un bâtiment et on va devoir gérer les flux de personnes, de matériel, également de production, etc. Pour accompagner et outiller les acteurs de la ville dans la mise en place de leurs projets en toiture, nous avons écrit avec Paola Munier d'Urbalia le guide qui s'intitule Agriculture urbaine, comment aménager une toiture terrasse, qui est publié aux éditions Erol et qui a été réalisé dans le cadre du Lab Recherche Environnement Vinci ParisTech. Donc ce guide a vraiment pour objectif de donner un certain nombre d'outils, de méthodes et d'éléments pour bien cerner les contraintes que l'on peut rencontrer dans la mise en place de son projet en toiture et de bien voir la diversité de ce qui est possible de faire. Pourquoi s'intéresser aux toitures? Parce qu'en fait, les toitures terrestres représentent une surface foncière importante à hauteur de 32% de la surface horizontale d'une ville. Donc, elles peuvent entrer en complémentarité d'autres formes d'agriculture urbaine, au sol ou en sous-sol. Aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène mondialisé. Les premières fermes en toiture ont vu le jour il y a à peu près une dizaine d'années. Et aujourd'hui, finalement, plein de toitures sont colonisées à travers le monde, que ce soit à New York, à Montréal, à Paris, à Bruxelles, à Lyon, ou même à Antananarivo. Il reste encore quelques questions en suspens que Christine va nous présenter. Oui, alors effectivement, cette agriculture urbaine très diversifiée, elle pose aussi beaucoup de questions à la recherche et à la recherche-développement. En particulier, c'est très difficile de quantifier aujourd'hui, et beaucoup de recherches sont en cours, pour quantifier les services qu'elle rend, qu'ils soient environnementaux, de production alimentaire, voire sociaux. Cette quantification, elle est extrêmement difficile. Aujourd'hui, on n'a pas, par exemple, en France, une vue tout à fait correcte du nombre d'exploitation d'agriculture urbaine sur la France. Deuxième grande catégorie de questions, c'est finalement quelles sont les fonctions et les conditions de durabilité des différentes fermes urbaines et comment apprécier, estimer cette durabilité, compte tenu du fait qu'elle est susceptible d'intervenir sur les 3 piliers de la durabilité, mais encore faut-il être capable de quantifier là aussi ces conditions de durabilité. Une des questions qui est posée par rapport à la fonction alimentaire, c'est cette fonction alimentaire, elle est destinée à qui? Lorsqu'on a de l'intra-urbain sur des toits en productif ou en indoor, on est généralement sur des productions de niche et du coup, on risque d'utiliser en fait des espaces urbains pour quelque part accroître la fracture alimentaire. Si on est en sol, Julia l'a dit tout à l'heure, on peut avoir des risques et notamment des risques de pollution. Et bien sûr, pour les collectivités, c'est tout à fait important de pouvoir avancer avec la recherche sur la maîtrise de ces risques. Et puis, je dirais enfin, il y a plein d'autres questions bien sûr, mais une troisième question importante, c'est finalement cette agriculture urbaine, intra- ou périurbaine, elle produit via différents systèmes des productions alimentaires. Quelles sont aujourd'hui les acceptabilités par les consommateurs, par les habitants,
par les élus, des produits et des systèmes de ces agricultures urbaines. Nous avons actuellement une thèse en cours avec Audencia Nantes sur ce sujet. On pourrait d'ailleurs poser exactement la même question par rapport à l'acceptabilité des formes d'agriculture urbaine dans les paysages urbains. C'est un travail qu'on a commencé à réaliser dans le cadre de l'équipe, avec Julia notamment, sur la question des services socio-culturels et l'appréciation des paysages tels que perçus par les habitants. Voilà, je vous remercie pour votre attention et nous espérons avoir apporté un certain nombre d'éléments, même de manière très brève, à vos questionnements sur l'agriculture urbaine et la résilience des villes. Au revoir.